Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Patrick Sabatier. Bonjour Patrick, merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Vous fêtez vos 50 ans de carrière. Et puis on est de bonjour, hein. Le vendredi, c'était le jour de Patrick Sabatier. Hein. Oui, sur TF1 à 20h30, oui, j'en ai fait pas mal, oui. Ah, de vendredi. Pas mal. Vous vous apprêtez donc à fêter ses 50 ans de carrière l'année prochaine. Oui, ça, alors je vais dire une chose un peu banale, ça passe vite, mais en même temps j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup de chance, quoi, d'avoir mis sur l'antenne des émissions que on n'a pas acheté de concept, donc on les a créés, et puis c'est toujours une chance de rencontrer son public. Alors entre le jeu de la vérité, porte-bonheur, tout ça à la une, avis de recherche, oui, ça a été une période où je me sens extrêmement gâté, quoi. J'ai fait avec passion ce que j'aimais faire à l'époque et qui a rencontré pas mal de public. Et vous imaginez qu'à notre époque vous seriez milliardaire, c'est-à-dire qu'à notre époque vous seriez animateur-producteur et vous vendriez le concept dans le monde entier. Pourquoi il s'est pas vendu dans le monde entier, le jeu de la vérité? Vous étiez déjà producteur. Oui, j'étais déjà producteur, mais j'ai pas trop travaillé cette partie. J'ai plutôt été sur l'artistique et j'aurais certainement dû vendre les concepts que je n'ai pas fait, que d'autres ont fait d'ailleurs avec succès. Je pense à Arthur ou à Ardisson. Oui. Mais bon, je l'ai pas fait. Mais enfin, bon, voilà. Et il y a aucun regret que... Ah, pas de regret, non. Pas de regret, j'ai fait des choses comme je les sentais. Franchement, c'est l'émission, c'est la chanson de William Scheller. J'ai été un homme heureux en faisant ça et ça m'a beaucoup plu. Et ça vous manque? Pas du tout. La vie, elle est faite de séquences, et autant j'ai été gâté, autant je suis dans une autre séquence aujourd'hui, où je profite d'abord de ma compagne, Isabelle. Oui, mais je dis compagne parce que on s'accompagne mutuellement les uns les autres, des enfants qui sont grands, que vous connaissez d'ailleurs, Valérie, des petits-enfants, des amis, des randonnées que je fais, des voyages que je peux faire, du temps que j'ai à ma disposition et d'un minimum de contraintes. Alors, franchement, autant la première période a été formidable, avec passion, la télévision, cette autre période me semble très bien. Par exemple, cette semaine, vous étiez chez RTL pour la promo de ce livre. Quand vous rentrez à RTL, vous dites pas quand même, j'y retournerai bien. Ah non. Non, je suis très heureux d'ailleurs, moi j'ai connu le RTL rue Bayard, maintenant RTL et à Charles de Gaulle, à Neuilly, mais non, je suis très content de voir ceux qui y travaillent. D'ailleurs, j'ai même rencontré ceux qui y travaillaient quand j'y étais et qui y sont encore. Pas loin de la retraite, bien sûr. Non, mais moi, franchement, je n'ai pas de regret de ça. Et pourtant, et on va parler de votre livre, ne le dis surtout pas à Paul, qui est paru il y a 2 jours aux éditions du Rocher. C'est une forme de suite de votre premier livre, qui a eu un vrai gros succès d'édition, qui est paru en poche, un livre assez personnel. Vous êtes créé un alias, Paul Saran. J'encourage tout le monde à le lire parce que franchement, c'est une histoire vrai, véridique, qui vous est arrivé. On va en reparler, mais juste sur ce livre, ce second, quand on a été une personne connue, il faut apprendre à aimer l'anonymat comme on a aimé la célébrité. C'est la seule façon d'être heureux. Oui, ça c'est une phrase de Simone Veil qu'elle avait déclarée dans une émission de radio. Je l'ai retenue parce que... effectivement, dans nos métiers, ce qui est très important, c'est de réussir l'atterrissage. Le décollage, on a tous envie on passerait au-dessus des montagnes, on a envie de tout, ce qui est bien normal, mais on sait que notre métier, c'est quand même un métier fragile, un métier où les choses peuvent un jour s'arrêter, et puis donc il s'agit de se dire que, le jour où ça peut m'arriver, mais moi j'y pensais depuis toujours, c'est une question d'éducation. J'ai commencé très tôt à faire de la radio et de la télévision, j'avais 23-24 ans, franchement, je me disais, ça va durer 1 an, 2 ans, puis tiens, ça va durer 5 ans, tiens, ça dure 10 ans, tiens, ça dure... Mais autour de moi, tout le monde me disait, ça peut s'arrêter demain. Oui, mais quand ça s'arrête, c'est dur quand même. Non, parce que c'était un choix de ma part. Attend. Non. Enfin, vous le savez plus que n'importe qui, puisque nous nous connaissons et on s'est beaucoup parlé. Moi, c'est un choix. J'ai même encore eu, sans en parler d'une façon indiscrète, mais des propositions de radio, vous le savez, Valérie, ou de télévision, et j'estimais que je n'avais plus. Faut beaucoup d'énergie pour faire ce métier. Vous pensez au temps qui reste? On y pense tous les jours. On pense pas à la valeur temps de la même façon à 70 ans qu'à 20 ans. Donc, à qui je vais le donner ce temps? À la limite, je dirais, entre guillemets, qui mérite d'avoir ce temps-là? Ma famille, mes amis,
mes enfants, mes petits-enfants, la télévision, la radio, mon métier. Moi, je ne suis pas frustré. J'ai fait ce que j'ai voulu faire pendant des années, des années. J'ai été gâté. Donc je pense que bon, bah voilà, faut passer à autre chose. Et puis il faut dire, Valérie, que c'était une autre époque. Si aujourd'hui les insultes, les invectives sont courants à la télévision, à l'époque on avait une télévision vraiment très d'accueil et autres. Et il y avait un style, Patrick Sabatier. Je vous emmène dans les années 80 avec un avis de recherche. Et ça démarrait comme ça. Et vous démarriez la télévision de cette façon-là, vous allez voir, c'est très classe et très élégant, on n'est plus habitué. Il y a du soleil plein la télé, il y a une photo et de l'amitié, le rendez-vous de la journée, avec Patrick Sabatier. Eh bien, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver sur TF1. Il y aura Anne-Marie Pesson dans quelques instants avec moi. Et nous espérons, toute l'équipe d'Avis de Recherche, eh bien, vous apporter le soleil que vous n'avez peut-être pas dans votre région. J'espère que ça va bien chez vous. Alors, immédiatement, regardez la photo d'Anne-Marie Pesson sur votre écran. C'est Anne-Marie Pesson. Vous allez peut-être être un peu étonné, car c'est pas tout à fait Anne-Marie que vous connaissez. C'est le lycée Montgrand. Vous allez la voir, Anne-Marie. Parce que Roger Pradine va faire un gros plan d'Anne-Marie. Le lycée Montgrand, 1950, à Marseille. La voilà, Anne-Marie. Regardez-la. Alors, si vous vous reconnaissez sur cette photo, ou si vous croyez reconnaître quelqu'un de votre entourage, familial, professionnel ou amical, eh bien, dès maintenant, appelez le 538 66 33. 538 66 33. Ça vous émeut? C'est le premier avis de recherche que j'ai fait, c'est en juillet 1980. Anne-Marie, qui était ma collègue à RTL, avait accepté d'être la première invitée. Oui, ça m'émeut parce que, franchement, si j'avais une émission comme ça à la télévision aujourd'hui qui me serait proposée, je la regarderais. Ouais. Je n'ai mis à l'antenne, et c'est sans aucune prétention, croyez-le bien, que ce que je ressentais. Je n'ai jamais fait de calcul, je n'ai jamais fait de stratégie. Avis de recherche, je trouve que c'est une idée merveilleuse. Ouais. Mais qui n'a pas été vendu justement dans le monde. Qui n'a pas été vendu, que je n'ai pas vendu. Ouais. Pourquoi? Parce que oui, ce que vous disiez tout à l'heure. C'était une autre époque. C'était une autre époque. Ce livre, donc, ne le dit surtout pas à Paul. Roman. C'est aussi un peu un avis de recherche. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je faisais le lien. C'est un roman, mais un roman à clé, puisque ça parle de vous. Puis il y a une photo. Puis il y a une photo, effectivement, ça parle de vous, enfant, ça parle de vous aujourd'hui, ça parle de vous dans ce que vous avez été, ce que vous avez voulu faire. Moi, ce qui m'a frappé dans les souvenirs que vous avez, que vous racontez dans ce livre, c'est très très jeune, vous vouliez faire de la radio, de la télé. Vos copains disaient, tu nous emmerdais avec ton micro, et vous présentiez la cérémonie de remise de prix. Déjà, vous étiez sur l'estrade en 3e. Ah oui, absolument. C'est moi, ça qui est incroyable. J'ai toujours voulu faire ça. Ça ne m'a jamais semblé difficile. J'ai beaucoup travaillé. Ouais. Souvent on me demande mais est-ce que tu as le trac et alors je disais ben non, j'ai pas le trac, mais pour enlever le trac, je travaillais beaucoup. Mais quand je dis je travaillais beaucoup, je travaillais pas pendant ma carrière. J'ai travaillé tout jeune, c'est-à-dire tout jeune, je me voyais dans cette situation. Tout jeune, je me voyais présentateur, animateur, etc. J'ai raconté 1000 fois. Et franchement, pour moi, être derrière un micro ou devant une caméra, c'était plutôt... Ou présenter, ça a toujours été une récréation, un plaisir de partager. Ouais. Et là, donc, c'est un avis de recherche. C'est véridique, cette histoire. Ce que vous racontez dans le livre, vous décidez de faire un peu de ménage, là aussi. Enfin, je me pose la question pourquoi j'écris le premier livre, d'abord. Oui. Parce que tout d'un coup, je me dis... Oui, est-ce que j'ai pas... Parce que la lettre raconte l'histoire de votre maman. D'un secret de famille. D'un enfant qu'on lui a... Arraché. Et je le découvre par une lettre, et ça, c'est le premier roman. Quand elle est décédée. Et quand elle est décédée, et après, je me dis, dans le deuxième roman... Est-ce que j'ai eu raison de le faire? Ce qui est vrai, d'ailleurs, je me suis vraiment posé la question. Est-ce que j'ai eu raison de le faire? Parce que tout compte fait, j'ai parlé d'un secret qui, à la fois, me touche indirectement, mais pas vraiment. C'est le secret de ma mère, et ma mère n'est plus là. Ouais. Et je l'ai écrit sans ton autorisation. Donc, je me pose vraiment la question. Et puis, je décide, quoi qu'il en soit, c'est fait, c'est fait. Ça sert à rien de se poser les questions. Donc, je décide de ranger un peu ma vie. Et en rangeant ma vie, je découvre une mallette dans laquelle il y a qui appartenait à Emma, que je n'ai pas ouverte pendant longtemps, parce qu'on ouvre rarement les affaires des personnes qui ne sont plus là. On n'ose pas. Enfin, moi, j'ai pas osé.
Et puis je découvre quelque chose, alors beaucoup de photos d'elle, avec des gens que je lui avais présentés, qu'elle aimait, Rolio Iglesias, Charles Trenet, etc., etc. Là, c'était devant la Rolls de Charles Trenet. Voilà, qu'il avait emmené au Festival de Cannes. Mes parents étaient, c'était incroyable dans cette Rolls blanche. Merci Monsieur Trenet, vous leur avez fait vivre un rêve. Et il y a une photo de classe de moi en 3e B. Et je dis à Suzanne, qui est le deuxième prénom d'Isabelle, donc de ma femme, j'ai dit, oh tiens, j'aimerais bien savoir ce qui est redevenu ma bande, parce que c'était pas toute la classe, c'était une bande de 6. Et elle me dit, tu m'as promis, justement, que si tu arrêtais la télé et la radio, ce serait pour te consacrer à moi. Donc t'oublies tout ça. Et j'ai dit, bon, t'as raison, jusqu'au moment où la photo se retourne, et je reconnais l'écriture d'Emma, où il y a marqué, mal écrit, ne le dis surtout pas à Paul. Et donc, je me dis, quelque part d'ailleurs, je comprends même pas, je dis, qu'est-ce qu'il y a encore? Et je dis donc à Suzanne, alors, ce sera dans 1 mois ou dans 2 mois, mais là, je veux savoir à qui s'adresse, et je suis persuadé, d'ailleurs j'ai raison, que ça s'adresse à l'Indécis, parce qu'on était toujours ensemble. Ils étaient toujours chez moi, j'étais toujours chez eux. C'est les copains des premiers flippers, des premières cigarettes, des premières copines, petites copines, etc. Donc je dis, Emma s'est adressée à l'un d'eux, et le livre, je vais les retrouver, parce que je les ai pas vus. Il y en a un que j'ai revu assez souvent, c'est Serge Romaine, dans le livre. Mais pourquoi je ne sais pas ça, et à qui ça s'adresse? On va y revenir dans un instant, on marque une pause et on a encore beaucoup de temps avec vous après dans la deuxième partie de l'émission. Patrick Sabatier, merci d'être avec nous ce matin. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Patrick Sabatier qui est avec nous à l'occasion de la parution de son 2e livre, Ne le dis surtout pas à Paul, aux éditions du Rocher. Je vous encourage à lire le précédent si vous ne l'avez pas fait. On a eu, nous, un vrai coup de cœur dans le coup de cœur des libraires avec Gérard Collard pour La Lettre, livre très personnel. Celui-ci l'est tout autant. Et on le disait précédemment, vous avez lancé un avis de recherche pour retrouver ses camarades qui étaient sur une photo au dos de laquelle était de la main de votre maman et inscrit « Ne le dis surtout pas à Paul ». Donc, à la fin du livre, faut pas tout dire. Non, je ne veux pas le dire évidemment, puisque non, ce que je voulais simplement dire, Valérie, c'est qu'à la fin du livre, je découvre, en y croyant à peine d'ailleurs, à qui était destiné ce message, et surtout. Pourquoi ? Donc on va pas trop dévoiler. Moi j'ai beaucoup aimé la construction du livre parce qu'à la fois il y a cette histoire et puis il y a différentes typographies dans le livre avec tout au long du livre des lettres tapées à la machine qui commandent vos différentes émissions. Donc on saura qui est cette personne et puis ça revient sur un certain nombre de souvenirs et de rencontres que vous avez faites, de gens qui vous ont marqué. Il y a Gainsbourg. Il y a Claude Nougaro, il y a Thierry Leluron, très très émouvant le chapitre sur Thierry Leluron. Parce que je raconte ça de 1965 à aujourd'hui, comme dans le premier, je racontais l'histoire entre 1924 et aujourd'hui. Dans le premier livre, là je raconte à ma façon les grands événements qui ont marqué les gens, la France entre 1965 et aujourd'hui. Il y a évidemment le sida, et c'est vrai que je rencontre Thierry Leluron que je connaissais. Nous avons un petit déjeuner ensemble pour qu'il vienne à l'émission Le Jeu de la Vérité, et on parle, et il me dit bon d'accord, je vais le faire, ok, j'arrive à le convaincre, et je sors de l'hôtel où nous étions, et je monte dans ma voiture, et tout d'un coup je vois Thierry qui sort et qui frappe au carreau de la voiture, comme ça, je suis complètement ahuri, je venez de la vitre, passer un long moment ensemble. Et il me dit je vais pas le faire. Je dis mais attends, qu'est-ce que tu me racontes Thierry, ça, tu m'as dit oui là, il y a encore 5 minutes. Et là, à propos de son homosexualité et de cette période du sida, il me dit la chose suivante qui me glace et en même temps effectivement très respectable: je ne veux pas que ma mère la prennent par la télé. Et ça, je l'ai vécu. Voilà, on est en 1985. Et alors évidemment, je comprends. Est-ce qu'au Jeu de la Vérité, c'était des questions de la production ou c'était des questions des téléspectateurs? Parce qu'on sait que dans pas mal d'émissions, on glisse les questions à certains téléspectateurs ou d'auditeurs pour faire du show. C'est une très bonne question que vous auriez pu poser au Jeu de la Vérité. Je vous aurais répondu, comme vous pouvez l'imaginer, puisque vous êtes un professionnel. On devait avoir, par exemple, 10 questions sur le sexe, admettons, on en prenait une. Donc, on sélectionnait parmi toutes les questions qui avaient le même sujet, l'une d'entre elles. Mais ce sont les téléspectateurs.
D'ailleurs, c'était le phénomène même du jeu de la vérité. Quand je l'ai présenté à Hervé Bourges, le patron de TF1 à l'époque, j'ai dit, je voudrais qu'on supprime, entre guillemets, l'intermédiaire du journaliste et que les téléspectateurs puissent être leurs propres journalistes. Et il m'a dit, je m'en souviens très bien, personne n'acceptera de faire cette émission. Vous rêvez, mon cher Patrick. Est-ce que vous avez votre premier invité? Oui. Oh, bah alors, quel est le premier invité? Alain Delon. Il a dit oui. Il a dit oui. D'ailleurs, il a tenu parole jusqu'au bout. Je l'en remercie. Et je voudrais, puisque nous sommes cette semaine, avoir une pensée pour Michel Blanc, qui a été notre deuxième invité. Et à l'époque, on me disait « Oh, mais tu crois qu'il est assez connu ?» Et j'avais dit « Mais le jeu de la vérité sert à deux choses. D'une part, à ce que les téléspectateurs entrent en liaison avec une star, mais aussi à faire découvrir quelqu'un, mieux découvrir. Et quand j'ai appelé Michel Blanc, je me souviens très bien. Et j'ai dit, j'aimerais que vous veniez faire l'émission, etc. Il m'a dit, mais personne me connaît. Il était déjà très connu, il y avait les bronzés, hein. Mais il pensait qu'il n'était pas suffisamment connu. Voilà, je voulais simplement dire ça pour penser à Michel. Et alors, moi, je voulais vous parler de 1985, puisque Valérie vous parlait des gens que vous avez rencontrés, dont vous parlez dans le livre. Dans le livre, il y a Brigitte Bardot. Est-ce que vous vous souvenez de cette émission spéciale où vous êtes à la Madrague et elle vous fait visiter la Madrague? C'est une archive assez incroyable. Vous êtes un des rares à pouvoir eu la chance de filmer la Madrague. On est en 1985. Vous êtes avec Brigitte Bardot. Alors ça, voilà, il y a un mot que vous aimez bien. Ça, c'est le salon. Bon, disons que c'est le séjour. D'accord. C'est le séjour. Il y a une chose très jolie, c'est qu'il y a du vrai lierre qui pousse au plafond. Ça, c'est beau. Et c'est vrai que on m'a raconté, moi j'y étais pas, mais que vous avez vendu presque tout l'an dernier. Tiens, ça fait presque un an aujourd'hui, et pour la Fondation Bardot, vous avez vendu les bijoux. C'était le 17 juin de l'année dernière, j'ai fait une vente aux enchères qui m'a rapporté du reste une somme assez considérable qui me permet de tenir et de sauver des animaux parce que ça coûte cher. Donc la plupart des objets de valeur qu'il y avait ici, il n'y en avait pas beaucoup, mais ils ont tous été vendus. En fait, les stars avaient confiance en vous. Elles avaient raison. Je n'ai jamais triché avec elles. Une des grandes fiertés que j'ai, elle est très simple. Je ne change jamais de trottoir quand je croise une personne avec qui j'ai travaillé, une personne que j'ai invitée. Jamais. Je me suis toujours conduit d'une façon extrêmement honnête. Ouais. Brigitte Bardot, elle n'est pas dans ce livre-là, dans le précédent. Elle est dans le précédent. On en avait parlé, je crois ici. Il y a Lèche Wałęsa. Alors, Lèche Wałęsa, vous racontez, et ça met moi, ce que j'ai ressenti en lisant le livre, c'est cette dualité entre l'animateur et le journaliste. Parce qu'en fait, vous faites un boulot de journaliste. Est-ce que vous n'avez pas eu ce complexe un petit peu où on vous l'a pas fait sentir, un peu ce que vous dit Étienne Moujotte quand il vous dit Lèche Wałęsa, c'est pas pour toi, c'est pour la rédaction. Or, vous êtes journaliste. Alors, je sais pas si je suis journaliste. Enfin, si je le sais, puisque je n'ai pas ma carte. Mais je ne le c'est suis pas. Pour moi, c'est pas la carte qui fait le journaliste. Jean-Pierre Pernaut n'a jamais eu sa carte de presse. Voilà, moi j'ai toujours aimé. Je suis curieux de nature quand on fait notre métier comme vous le faites. On est curieux, on veut savoir, on veut comprendre, on veut partager. Et non, Lèche Wałęsa, c'est parce que Hervé Charol, ancien copain et documentariste, a l'air de me dire que lui, il a aidé le monde à comprendre là où on devait être, et que moi j'étais simplement dans le divertissement. Et donc c'est en réponse simplement à Hervé Charol, qui est un des copains, en disant peut-être, mais le jour où je suis allé voir Lèche Wałęsa, c'est moi qui y suis allé. Quand je l'ai proposé d'ailleurs à Étienne Moujotte, qui était patron de TF1 à l'époque, il m'a dit mais tu vas avoir toute la rédaction contre toi, etc. Et je l'ai supplié de prendre le risque. Et c'est un des grands moments de ma vie d'avoir rencontré des gens aussi différents que Sir Emmanuel Lèche Wałęsa, mais aussi Patricia Cass, Michel Sardou, des grands sportifs, des politiques, Laurent Fabius. Mais aujourd'hui, ils sont où dans votre vie? Tous m'ont appris quelque chose. Mais dans votre vie actuelle, ils sont là, il y en a qui sont devenus amis ou pas du tout? Est-ce que j'ai des amis de ce métier? C'est ça votre question? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir des... Parce qu'il y a une phrase que j'ai relevée, il n'y a pas d'amitié possible dans ce métier. Il n'y a pas d'amitié, c'est-à-dire que je fais allusion quand on fait une photo où il y a Sébastien, Foucault, Drucker et moi. Alors on était les 4 sur TF1. Donc évidemment on se respectait les uns les autres. D'ailleurs moi j'ai toujours respecté les gens qui font mon métier parce que
Je pense que c'est pas facile de le faire. Mais en même temps, on était en rivalité, on était en concurrence. Donc, quand on est en concurrence, mais dans tous les métiers, c'est comme ça. On peut pas être véritablement amis, mais il peut y avoir, en tout cas, de mon côté, il a toujours eu ça, beaucoup de respect. Là, j'ai vu Jean-Pierre Foucault à la télévision. Franchement, parce qu'il a fait un téléfilm, vous avez dû le recevoir, etc. Je l'ai vu, je l'ai entendu. Et franchement, je trouve que c'est quelqu'un de bien, quoi. Je me dis... Enfin voilà, il a eu beaucoup de succès, il vit très bien tout ça et oui, le respect ça compte, l'estime. Mais l'amitié c'est encore autre chose. L'amitié c'est qu'on passe ce stade, qu'on a envie de partager autre chose et pas forcément d'ailleurs des choses professionnelles. Pourquoi les variétés ont disparu? Les grandes émissions de variétés n'existent absolument plus. On est dans du talk en permanence. Mais la télévision a changé. Toute la télévision a changé, c'est pas simplement les variétés. Elle a changé, elle est devenue différente, elle est regardée différemment. Avant, on était comme une cheminée, c'est-à-dire qu'on était devant le feu de cheminée et toute la famille regardait ensemble la télé. Maintenant, ça n'existe pas. Donc, tout ça a changé. Je crois aussi que les choses peuvent, par séquence, revenir. Jamais comme avant, mais il peut y avoir des séquences de retour. Vous aviez vraiment gardé tous vos costumes, de présentateurs? Oui. Et en plus, c'était du gâchis parce que... vous étiez souvent très peu porté. Ouais, très peu porté. Et à un moment donné, on se dit, il faut, ça passe. Si l'habit fait pas le moine, en tout cas, bon, allez, il faut dégager tout ça. Et d'autres vont être très heureux. Et tous les télé 7 jours, Paris Match et autres journaux et cassettes VHS. Ouais. Quand j'ai décidé de ranger ça, je vous assure, je l'explique dans la maison. Vous le racontez. Dans la maison de campagne. Mais je suis... c'est vertigineux. Mais oui, c'est... Et en même temps... Et vous avez vraiment mis le feu à cette valise. Oui. Et en même temps... Avec toutes les archives. Oui, parce qu'en même temps, j'ai dit que ma vie devait être autre chose maintenant. Et que je pense que mes enfants, qui m'ont connu à la télévision, mes petits-enfants qui ne m'ont pas connu à la télévision, ils ont le droit de connaître quelqu'un d'autre que cet homme de télévision. Ah oui. Mais ça fait partie de vous. Oui, mais ça fait partie de... Oui, mais moi, je suis très heureux. Mais ils vous ont vu, par exemple, vos petits-enfants, ils ont vu des extraits d'émissions, des choses comme ça. Ça les fait rire, d'ailleurs. Alors, est-ce que les gens qu'on retrouve 10 ans, 15 ans, 20 ans après... 55 ans. Oui, non, mais je parle dans l'absolu. Oui, dans l'absolu. Dans l'absolu, est-ce qu'ils ont... juste avant que vous me répondiez, il y a un extrait, évidemment, je suis en train de faire un lancement. Est-ce qu'ils ont changé? Est-ce qu'ils ont modifié? Eh bien, dans un avis de recherche de Michel Berger, il était surpris que tous les visages qu'il voyait, il avait ce même souvenir que lorsqu'ils étaient enfants, ils n'avaient pas changé. Écoutez, c'est assez émouvant. Ouais. Prenez les micros. Non, mais c'est fou, parce que les visages sont quand même les mêmes. Forcément, il y a des... toi, te voyant assez souvent finalement dans les journaux et à la télévision, je me disais que tu ne changeais pas beaucoup, mais je me suis aperçu finalement en regardant les autres camarades que je les reconnaissais très facilement. Parce que moi, je sais qu'on m'a toujours dit par exemple, quand on retrouvait quelqu'un qu'on avait beaucoup aimé des années après, on était effondré parce que c'était souvent une belle jeune fille et qu'après elle était moins jeune. Bon, remarque là, pour voir des belles jeunes filles, c'est un peu dur. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Je veux dire que ça manque terriblement aujourd'hui. Ils étaient heureux, les people, de retrouver tous ces gens. Oui. Et à la fois, d'ailleurs, il y avait une différence de physique entre ceux qui étaient connus et ceux qui l'étaient moins, parce que ceux qui étaient connus devaient toujours se maintenir, puisqu'ils passaient à la télévision, au cinéma, ou et d'autres peut-être un peu moins. Mais il y a le physique, mais il y a aussi, d'ailleurs, à la fin du livre, je fais un jeu, changer, pas changer, avec nos copains. Mais est-ce que justement, vous avez changé par rapport à vos 20 ans ou pas changé dans votre tête? Ah non, moi j'ai toujours 20 ans dans ma tête. Très bien. Et même des fois quand je me regarde, je vois que l'enfant en fait. Je ne vois pas l'adulte. Moi, j'ai retrouvé des amis grâce à Facebook que j'avais perdu de vue depuis très longtemps. Et il y a quelque chose d'assez naturel qui revient, ce que vous racontez un petit peu avec certains de vos copains que vous retrouvez, qui est assez fascinant de voir des gens dont on a été très proches, qui même s'ils ont évolué dans des directions très différentes, finalement... ce qui m'a semblé très important pour moi, en tout cas, c'est que eux savaient ce que j'étais devenu, et pour cause, puisque bien sûr, et moi je voulais savoir ce qu'ils étaient devenus. Et par exemple, j'ai changé de nom. C'était le premier de la classe. Guillaume Dussalier. J'ai changé de nom, mais je n'imaginais pas un seul instant
que ce type qui était formidable, toujours premier, etc. Et d'ailleurs, il expliquait pourquoi il était premier aussi, hein, parce qu'il s'ennuyait chez lui, etc. Enfin, c'était des choses incroyables. Il soit devenu en pleine Lozère, s'occupe de laine de bison. Enfin, tout d'un coup, on se dit quoi? Après avoir été quelqu'un de très très important, et puis tout d'un coup, il a décroché. Mais je crois parce que la vie aussi, elle a changé par rapport à tout ce qu'on a vécu. Il y a beaucoup. J'écoutais encore des informations récemment. Beaucoup de jeunes veulent vivre autrement aujourd'hui. Ils veulent avoir du temps pour eux. L'argent n'est pas tout, la réussite n'est pas tout. Sauf que lui, il n'était pas destiné, a priori, à cette trajectoire-là. Et Serge Ruben qui me dit exactement, excusez-moi, quand je lui dis dans le livre, bon, ça va... J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait des émissions qui rassemblaient 18 millions de téléspectateurs. Moi, j'ai encore eu Sardou l'autre jour au téléphone. Vraiment, il me disait, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Qu'est-ce que tu veux que je chante de plus? Même chose pour Goldman, qui est né la même année que moi. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Moi, c'est... Qu'est-ce que je peux... Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc, il y a un moment donné, on se dit... Voilà, et Ruben me dit dans le livre, mais quand on a décroché la lune, on ne la raccroche pas. Et je lui réponds, voilà, et puis qu'est-ce qu'on va faire de plus? Et, moi, ça me semble, j'ai tellement eu de chance déjà. Ce livre, en tout cas, montre qu'il y a une vie effectivement après la télé, qu'on peut faire autre chose. Il y aurait un troisième ou pas? En tout cas, l'envie d'écrire. Vous avez peut-être retrouvé encore. Non, l'envie d'écrire et écrire. Vous savez, je marche beaucoup et les deux vont ensemble. Je marche, je pense, j'écris, je pense, je marche. Tout ça va ensemble. Et puis je trouve que et je regarde aussi la télévision et avec plaisir. Avec plaisir. Oui. Il y a des émissions que je regarde avec plaisir. Comme quoi? J'aime bien Échapper belle, par exemple. J'aime bien découvrir des choses. J'aime bien certains débats politiques, même si je m'y intéresse de moins en moins, parce que je trouve que c'est pas forcément bien représenté. Et j'ai une dernière question. Le vendredi soir à 22h30, parce qu'à l'époque ça finissait tôt, à 22h30 le générique, qu'est-ce qui se passait après? Est-ce qu'il est resté copain avec ses copains ou la vedette reprenait sa vie de vedette? Alors, c'est vraiment une très bonne question, parce que si je devais refaire ou réinventer la vie de recherche aujourd'hui, je le ferais différemment. Je filmerais la troisième mi-temps, comme on dit au rugby. La plupart du temps, la soirée se prolongeait jamais avec moi, parce que je faisais pas partie de la classe, hein, et donc moi j'allais directement à la maison. Il y a eu 1 ou 2 cas, simplement et par discrétion, je ne les citerai pas, où la vedette a dit au revoir, salut, il n'a même pas payé un pot à boire et est parti. Voilà. Mais globalement, sur l'ensemble, je vous assure. Et même des années après, ils restaient en contact. Alors certains, ils en ont parlé d'ailleurs. Adi Cordy en a souvent parlé. Alors on trouve Céline Renaud qui a 96 ans parlait que la vie de recherche a changé sa vie parce que elle a retrouvé des amis qu'elle a gardés tout le reste de sa vie. Donc évidemment. Alors moi j'ai beaucoup aimé la table des souvenirs. À la fin du livre, je laisserai les auditeurs. Qui remplace la table du matière. Ouais, j'ai trouvé ça très beau parce que c'est les événements qui ont jalonné votre vie. Donc ça part de Yesterday en 65, ça passe aussi par les bronzés fonds du ski en 79, ça passe par Au revoir la 5, retour sur la une en 88, votre fille Margot, le mur de Berlin, des choses très éclectiques. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça montre des choses de qui vous êtes aussi. C'est une très très bonne idée. C'est très bien écrit, c'est très prenant et c'est passionnant. C'est votre avis de recherche d'une certaine manière. Ne le dites surtout pas à Paul, aux éditions du Rocher. Donc c'est paru il y a 2 jours et achetez-vous la lettre si vous ne l'avez pas lue. C'est paru en poche, ça coûte 5 € et vous passerez 2 super moments. Vous avez une super attachée de presse. Non, mais mais je sais, Valérie, je vous connais assez. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire. Faire ce week-end. Il a un super attaché de presse. Merci, Patrick Sabatier, d'avoir été avec nous. Merci à Sud Radio de m'avoir invité, puis bon week-end à tous. Bon week-end. Nous, on bosse encore un peu derrière. Merci à vous.